Mars 2012, Lyon. Un homme de 90 kilos disparaît d'un bâtiment verrouillé, surveillé par 40 caméras de sécurité. Aucune porte ne s'ouvre. Aucune fenêtre ne se brise. Les enregistrements montrent Marc Lemoine assis à son poste à 2 heures du matin, puis une chaise vide. Comment un être humain peut-il s'évaporer d'une forteresse de verre et d'acier où même une mouche serait filmée? La police conclut à une fuite volontaire. La famille hurle à l'injustice. Pendant 10 ans, l'énigme reste entière. Puis, en 2022, un expert en forensique numérique découvre quelque chose que personne n'avait vu. Un détail microscopique dans les métadonnées des vidéos. Un pixel mort qui clignote toutes les 2 heures. Ce n'était pas une disparition. C'était un meurtre parfait. Et le tueur avait les clés de la salle de sécurité. Cette histoire commence par une impossibilité physique et se termine par une vérité glaçante. Parfois, ce que nous voyons n'est qu'une illusion soigneusement orchestrée. Bienvenue dans l'affaire Marc Lemoine, le crime qui a trompé la technologie pendant une décennie. La réponse était là, sous nos yeux, depuis le début. Il suffisait de savoir où regarder. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville et de quelle heure vous nous écoutez en ce moment. Ça nous aide énormément à comprendre notre communauté. Et si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous maintenant. On vise les 8000 abonnés et chaque clic compte vraiment. Merci du fond du cœur. Et maintenant, entrons dans cette affaire terrifiante. Marc Lemoine avait 52 ans en mars 2012. Père de 2 enfants, marié depuis 28 ans, il travaillait comme agent de sécurité de nuit au complexe Le Zénith, un ensemble de bureaux high-tech situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Le Zénith n'était pas un bâtiment ordinaire. Construit en 2008 pour abriter des cabinets d'avocats, des sociétés de conseil et une antenne d'une grande banque suisse, il représentait ce que l'architecture moderne pouvait offrir de plus sécurisé. 40 caméras de surveillance haute définition couvraient chaque couloir, chaque escalier, chaque sortie de secours. Les portes étaient équipées de badges magnétiques. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient renforcées et connectées à un système d'alarme centrale. Personne n'entrait ou ne sortait sans laisser une trace numérique. Marc connaissait ce bâtiment par cœur. Il y travaillait depuis l'ouverture, effectuant ses rondes méthodiquement, signalant la moindre anomalie. Ses collègues le décrivaient comme fiable, ponctuel, presque obsessionnel dans son respect des procédures. Il n'était ni joueur, ni endetté, ni dépressif. Sa vie était réglée comme une horloge suisse. Le soir du 14 mars 2012, Marc avait pris son service à 22 heures, comme d'habitude. Il avait signalé par radio son arrivée, effectué sa première ronde à 23h30, puis s'était installé au poste de contrôle principal. Une petite salle vitrée au rez-de-chaussée d'où il pouvait surveiller tous les écrans. À 2 heures du matin, il avait envoyé son dernier message radio. « Tout est calme, RAS ». Puis plus rien. Lorsque son collègue de relève, Antoine Mercier, est arrivé à 6 heures du matin le 15 mars, il a trouvé le poste vide. La tasse de café de Marc était encore tiède. Son téléphone portable était posé sur le bureau. Son manteau pendait au porte-manteau. Sa voiture était garée au sous-sol, verrouillée, intacte. Mais Marc Lemoine, lui, avait disparu. Et personne, absolument personne, ne comprenait comment. Antoine Mercier a d'abord cru à une blague. Marc n'était pas du genre à abandonner son poste, mais peut-être était-il aux toilettes ou dans la salle des archives au 2e étage. Antoine a appelé sur la radio. Pas de réponse. Il a parcouru les couloirs du rez-de-chaussée, puis ceux de l'étage. Rien. C'est en revenant au poste de sécurité qu'il a remarqué les détails troublants. La tasse de café encore fumante, le stylo posé en travers du registre de patrouille, la veste accrochée. Marc n'était pas parti volontairement. À 6h45, Antoine a appelé le responsable de la société de sécurité, qui a immédiatement contacté la police. Les premiers agents sont arrivés à 7h30. Ils ont fouillé le bâtiment de fond en comble. Les bureaux, les cages d'escalier, les locaux techniques, même les faux plafonds. Aucune trace de Marc Lemoine, aucun signe de lutte, aucun indice visible. Le capitaine Dumas, chef de l'enquête, a ordonné la révision immédiate des enregistrements de surveillance. Les techniciens se sont installés dans la salle de contrôle et ont lancé la lecture accélérée des 40 flux vidéo de la nuit précédente. Ce qu'ils ont découvert a figé tout le monde. À 2h03 du matin, Marc apparaît clairement à l'écran, assis au bureau du poste de contrôle consultant un document. À 2h05, l'image saute légèrement, un bref scintillement, puis la chaise est vide. Marc a disparu.
Mais aucune autre caméra ne le montre se levant, marchant, ouvrant une porte. Les caméras des sorties principales n'enregistrent aucun mouvement entre 2h et 6h. Celles du parking souterrain non plus. Les portes de secours sont restées fermées toute la nuit, les alarmes silencieuses. Les badges magnétiques n'ont enregistré aucune activation après 22h07, heure à laquelle Mark était entré. Le capitaine Dumas a fait vérifier les eurodatages. Ils étaient incorrects. Il a fait inspecter les caméras physiques. Elles fonctionnaient toutes. Il a interrogé Antoine Mercier pendant 3 heures. Pas de contradiction dans son récit. Il a fait analyser la tasse de café. C'était du café noir, sans trace suspecte. Il a fait inspecter la voiture de Mark. Rien d'anormal. Verrouillé de l'intérieur, avec les clés sur le contact, comme si Mark comptait revenir d'un instant à l'autre. Le système de ventilation a été exploré, trop étroit pour qu'un homme puisse s'y glisser. Les égouts ont été vérifiés. Aucun accès depuis le bâtiment. Les plafonds, les planchers, les murs, tout a été sondé. Pas de passage secret, pas de double fond. Le Zénith était exactement ce qu'il prétendait être, une forteresse. Et pourtant, Marc Lemoine s'était volatilisé. L'affaire a rapidement attiré l'attention des médias. Les journaux locaux ont titré « Disparition mystérieuse au cœur de Lyon ». Les chaînes de télévision ont diffusé des reportages montrant le bâtiment, les caméras, les portes blindées. Les experts en sécurité interrogés parlaient d'impossibilités techniques. Les criminologues évoquaient un enlèvement sophistiqué, peut-être une opération orchestrée par des professionnels. Mais comment? Comment enlever quelqu'un d'un lieu aussi surveillé sans laisser la moindre trace? La famille de Marc, dévastée, a organisé des conférences de presse. Son épouse Isabelle implorait quiconque savait quelque chose de se manifester. Sa fille aînée, Chloé, alors âgée de 23 ans, a créé un groupe Facebook pour relayer les appels à témoins. Des centaines de théories ont émergé sur les forums Internet. Certains parlaient de kidnapping par des agents secrets. D'autres évoquaient un suicide caché. Les plus farfelus mentionnaient des phénomènes paranormaux. Pendant ce temps, la police piétinait. Les analyses ADN dans le poste de sécurité ne révélaient que celles de Marc et d'Antoine. Aucune empreinte inconnue, aucun cheveu suspect, aucun résidu chimique anormal. Les appels téléphoniques de Marc avaient été passés au crible, rien d'étrange. Ses finances étaient saines. Pas de maîtresse, pas de double vie, pas de dette de jeu. Marc Lemoine était exactement ce qu'il paraissait être, un homme ordinaire, sans ennemis, sans secret. Mais alors, pourquoi avait-il disparu? Et surtout, comment? Le capitaine Dumas a convoqué des experts en vidéosurveillance privée. Ils ont analysé les bandes image par image. Le scintillement à 2h05 était réel, mais attribué à une micro-coupure électrique courante dans les systèmes DVR de l'époque. Rien d'anormal selon eux. Pourtant, ce détail a planté une graine de doute dans l'esprit du capitaine. Et si ce scintillement cachait quelque chose? Mais quoi? Les semaines ont passé. L'enquête s'est enlisée. Les médias sont passés à autre chose. La police a commencé à envisager une hypothèse qu'elle avait d'abord rejetée. Et si Marc était parti de son plein gré? Cette idée paraissait absurde au départ. Pourquoi un homme quitterait-il son poste en pleine nuit, abandonnant sa voiture, son téléphone, sa veste? Pourquoi planifierait-il une fuite aussi élaborée, sans emporter le moindre objet personnel? Mais la police n'avait plus d'autres pistes. Les enquêteurs ont commencé à fouiller la vie privée de Marc avec une nouvelle perspective, cherchant des signes de dépression, de burn-out, de secrets cachés. Et c'est là qu'ils ont trouvé quelque chose qui allait tout changer. 3 semaines avant sa disparition, Marc avait effectué plusieurs recherches Google inhabituelles. Comment recommencer une nouvelle vie, pays sans extradition avec la France, obtenir de faux papiers. Les recherches n'avaient duré que quelques minutes, mais elles existaient dans l'historique de son ordinateur personnel. La police tenait enfin un élément tangible, un élément qui pointait vers une fuite volontaire. Le capitaine Dumas a confronté Isabelle avec ces informations. Elle a explosé. Elle a affirmé que son mari n'aurait jamais abandonné sa famille, que ses recherches devaient avoir une explication innocente. Peut-être aidait-il un ami, ou faisait-il des recherches pour un livre, un film, n'importe quoi. Mais la police ne l'écoutait plus vraiment. La théorie de la fuite volontaire prenait corps. Elle correspondait aux faits. Elle clôturait une affaire embarrassante. En mai 2012, le capitaine Dumas a reclassé le dossier.
Le dossier Marc Lemoine est devenu officiellement une disparition volontaire présumée. Les recherches actives ont cessé. Le dossier est resté ouvert techniquement, mais aucun moyen supplémentaire n'a été alloué. Les médias ont repris la nouvelle avec des titres accusateurs. Le veilleur de nuit qui a tout abandonné. Disparition à Lyon. La piste de la fuite se confirme. Les forums Internet ont basculé. Les théories de kidnapping ont été remplacées par des spéculations sur les motivations de Marc. Dépression cachée, liaison secrète révélée, ras-le-bol d'une vie monotone. Chacun y allait de son interprétation. Pour la famille Lemoine, c'était une condamnation publique. Isabelle a perdu son emploi quelques mois plus tard, incapable de gérer la pression et les regards. Chloé, la fille aînée, a dû interrompre ses études de droit. La famille s'est retrouvée isolée, stigmatisée, abandonnée par une partie de ses proches qui croyaient désormais à la version officielle. Seule Chloé refusait d'accepter cette conclusion. Elle connaissait son père. Elle savait qu'il n'aurait jamais fait ça, mais elle n'avait que 23 ans, aucune ressource, aucun moyen de contester une enquête policière. Alors, elle a attendu. Elle a continué à chercher, seule, dans son coin. Elle a archivé chaque article, chaque rapport qu'elle pouvait obtenir. Elle a appris le fonctionnement des systèmes de surveillance, lu des livres sur les investigations criminelles, contacté des experts bénévolement. Pendant des années, elle a porté ce fardeau, refusant de laisser la mémoire de son père être salie. Les années 2013, 14, 15 sont passées. L'affaire s'est refroidie. Le dossier a été archivé administrativement en 2017. Marc Lemoine n'était plus qu'une ligne dans une base de données, un nom oublié, une énigme classée. Mais Chloé n'a jamais oublié. Elle a continué à travailler, à économiser. Elle s'est lancée dans une carrière d'assistante juridique. Tout en gardant un seul objectif en tête, un jour elle rouvrirait ce dossier. Un jour elle prouverait que son père n'avait pas fui, qu'il avait été victime, qu'il méritait justice. En 2020, elle a eu une promotion. En 2021, elle a hérité d'une petite somme de sa grand-mère décédée. En janvier 2022, elle avait enfin les moyens. Elle a contacté une dizaine de cabinets spécialisés dans les affaires non résolues. La plupart ont refusé. Trop vieux, disait-il. Trop froid. Pas assez d'éléments nouveaux. Mais un expert a dit oui. Il s'appelait Thomas Girard. Spécialiste en forensique numérique, ancien technicien de la police scientifique devenu consultant privé, il avait une réputation solide dans le milieu des cold cases. Et surtout, il avait une obsession, les erreurs cachées dans les systèmes numériques. Chloé lui a envoyé tous les documents qu'elle avait rassemblés. Les rapports de police, les captures d'écran des vidéos, les plans du bâtiment. Thomas Girard a accepté le dossier en février 2022. Il ne cherchait pas un corps. Il ne cherchait pas un suspect. Il cherchait une faille dans les données. Et il allait la trouver. Mais avant de plonger dans l'analyse numérique, Thomas a voulu comprendre la version officielle. Pourquoi la police avait-elle conclu à une fuite volontaire? Sur quels éléments concrets s'appuyait cette théorie? Il a relu les rapports d'enquête ligne par ligne, analysant chaque déduction, chaque hypothèse formulée par le capitaine Dumas et son équipe. La théorie officielle reposait sur 3 piliers. Premièrement, les recherches Internet suspectes effectuées par Marc 3 semaines avant sa disparition. Deuxièmement, l'absence totale de traces d'effraction, de lutte ou de violence dans le bâtiment. Troisièmement, la découverte d'un potentiel point aveugle dans le système de surveillance, une fenêtre au sous-sol qui aurait permis à Marc de s'échapper sans être filmé. Thomas a décidé de vérifier chacun de ces piliers méthodiquement. Il a commencé par les recherches Internet. Il a obtenu une copie complète de l'historique de navigation de l'ordinateur personnel de Marc, saisi par la police en 2012. Les recherches suspectes étaient bien là, datées du 20 février 2012, entre 22h30 et 22h45. Mais Thomas a remarqué quelque chose d'étrange. Juste avant ses recherches, Marc avait consulté un forum de discussion sur les thrillers américains. Il avait cliqué sur un fil intitulé « Les meilleurs films sur les identités secrètes ». Puis il avait ouvert une page Wikipédia sur le film L'affaire Jason Bourne. Ensuite seulement, les recherches sur « Recommencer une nouvelle vie » et « Faux papiers » étaient apparues. Pour Thomas, le contexte changeait tout. Marc ne planifiait pas une fuite. Il faisait des recherches par curiosité, probablement après avoir regardé un film ou lu un article. C'était une piste froide, interprétée de manière biaisée par une enquête désespérée
de trouver une explication. Thomas a ensuite examiné le deuxième pilier, l'absence de traces de violence. C'était un argument faible selon lui. Un crime bien préparé ne laisse justement aucune trace évidente. Si quelqu'un avait voulu faire disparaître Mark, il aurait pu utiliser une arme silencieuse ou une substance incapacitante. Le corps aurait pu être évacué dans un sac ou découpé pour faciliter le transport. L'absence de sang ou de lutte ne prouvait rien. Cela prouvait seulement que si crime il y avait eu, il avait été méthodique. Thomas est alors passé au troisième pilier, le fameux point aveugle, la fenêtre du sous-sol dans le local technique. Selon le rapport de l'inspecteur Julien Moreau, cette fenêtre n'était pas couverte par les caméras. Elle donnait sur une ruelle étroite à l'arrière du bâtiment. Mark aurait pu descendre au sous-sol par les escaliers de service, non filmés entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Il aurait désactivé l'alarme manuellement, ouvert la fenêtre et serait sorti. Puis il aurait refermé derrière lui et aurait disparu dans la nuit. La théorie semblait cohérente sur le papier, mais Thomas voulait la tester physiquement. En mars 2022, il s'est rendu au Zénith. Le bâtiment était toujours en activité, mais sous une nouvelle gestion. Il a obtenu l'autorisation de visiter les lieux avec Chloé. Ils ont descendu les escaliers de service jusqu'au sous-sol. Ils ont localisé le fameux local technique. La fenêtre était toujours là, rouillée, visiblement non utilisée depuis des années. Thomas a mesuré ses dimensions. 40 cm de large, 60 de hauteur. Une fenêtre étroite. Mark Lemoine mesurait 1,85 m et pesait 90 kg. Techniquement, il aurait pu passer, mais difficilement. Thomas a ensuite examiné l'alarme. C'était un système filaire ancien, effectivement désactivable manuellement depuis l'intérieur. Mais en observant les contacts métalliques, Thomas a remarqué qu'ils étaient couverts de poussière. Une poussière accumulée sur plusieurs années, non perturbée. Si Mark avait ouvert cette fenêtre en 2012, les contacts auraient été manipulés, nettoyés, frottés. Thomas a prélevé un échantillon de poussière et l'a fait analyser par un laboratoire privé. Le résultat a confirmé ses soupçons. La poussière contenait des particules datant d'avant 2012, mais aucune perturbation récente n'était détectable. La fenêtre n'avait pas été ouverte la nuit du 14 mars 2012. La théorie du point aveugle était fausse. Mark n'était pas sorti par cette fenêtre. Il n'avait jamais quitté le bâtiment de son plein gré. Thomas a alors compris que l'enquête initiale avait pris un mauvais tournant dès le départ. La police avait cherché une explication rationnelle à une impossibilité apparente. Plutôt que d'accepter qu'un crime sophistiqué avait pu être commis, elle avait préféré conclure à une fuite volontaire. C'était plus simple, plus rassurant. Cela évitait d'admettre qu'un tueur avait pu agir sous leur nez, dans un bâtiment soi-disant sécurisé. Thomas a informé Chloé de ses découvertes. Elle a pleuré de soulagement. Enfin, quelqu'un validait ce qu'elle avait toujours su. Son père n'avait pas fui. Mais si Mark n'était pas sorti, que lui était-il arrivé? Thomas avait une intuition. Si Mark n'avait pas quitté le bâtiment, et si les caméras ne l'avaient pas filmé sortant, alors il n'y avait qu'une seule explication possible. Les caméras mentaient. Quelqu'un avait manipulé les enregistrements. Quelqu'un qui maîtrisait le système de surveillance. Quelqu'un de l'intérieur. Thomas a demandé à Chloé de récupérer les fichiers numériques originaux des enregistrements vidéo de la nuit du 14 au 15 mars 2012. Chloé s'est rendue aux archives de la police de Lyon. Avec l'aide d'un avocat, elle a obtenu une copie complète. Les DVR de 2012 avaient été stockés sous forme de disques durs externes, dormant dans un carton poussiéreux depuis 10 ans. Thomas a copié l'intégralité des données sur son propre serveur sécurisé. Puis, il a commencé son travail. Pas en regardant les images, mais en scrutant les métadonnées invisibles. Chaque fichier vidéo contient des informations cachées, l'heure d'enregistrement, la durée exacte, le codec utilisé, les éventuelles interruptions ou modifications. Ces données sont généralement fiables, mais elles peuvent être altérées par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Thomas a écrit un script Python personnalisé pour extraire toutes les métadonnées des 40 caméras sur la période du 14 au 15 mars 2012. Il a ensuite créé une timeline complète, minute par minute, croisant les flux de toutes les caméras. Au premier regard, rien ne semblait anormal. Les caméras avaient enregistré de manière continue. Les horodatages se suivaient logiquement. Aucun trou, aucune coupure suspecte. Mais Thomas avait une méthode particulière. Il ne se contentait pas de lire les métadonnées.
Il les comparait. Il cherchait des patterns répétitifs invisibles à l'œil nu. Il a lancé un algorithme de détection d'anomalies basé sur l'analyse pixel par pixel des images fixes. L'algorithme a tourné pendant 3 jours sur son serveur, analysant des millions de frames, cherchant des incohérences lumineuses, des artefacts de compression, des duplications suspectes. Et le logiciel a remonté quelque chose d'étrange. Entre minuit et 6 heures du matin, sur plusieurs caméras clés, un pixel mort dans le coin inférieur droit de l'écran clignotait de manière régulière, toutes les 120 minutes exactement. Thomas a vérifié manuellement en rejouant les vidéos au ralenti. Le pixel était bien là, noir, puis gris, puis noir à nouveau, un cycle parfait de 2 heures. Un pixel mort n'est pas rare dans les anciennes caméras CCD de 2012, mais un pixel mort qui clignote de manière synchronisée sur plusieurs caméras différentes, c'était techniquement impossible. Les caméras étaient de marques différentes, installées à des moments différents. Leurs capteurs ne pouvaient pas avoir le même défaut au même endroit, à moins que ce pixel mort ne soit pas un défaut matériel, mais un artefact numérique, une signature laissée par une manipulation logicielle. Tom a eu un déclic. Il a isolé les séquences vidéo de 2 heures chacune, de minuit à 2 heures, de 2 heures à 4 heures, de 4 heures à 6 heures. Il les a superposées, frame par frame, en utilisant un logiciel de comparaison visuelle. Et là, il a vu l'impensable. Les images étaient identiques, pixel pour pixel, jusqu'à la poussière sur l'objectif, jusqu'au reflet d'une lumière sur une vitre, jusqu'à la position exacte de l'aiguille de l'horloge murale visible dans le hall. Les vidéos de minuit à 2 heures étaient exactement les mêmes que celles de 2 heures à 4 heures. Et entre 4 heures et 6 heures, c'était encore la même boucle. Ce n'était pas un enregistrement en direct, c'était une séquence de 2 heures, enregistrée à une date antérieure, qui avait été diffusée en boucle dans le système de surveillance pendant la nuit du 14 au 15 mars. Quelqu'un avait remplacé le flux vidéo en temps réel par un enregistrement préalable. Quelqu'un qui avait accès à la salle de contrôle. Quelqu'un qui maîtrisait parfaitement le système DVR. Quelqu'un de l'intérieur. Thomas a immédiatement contacté Chloé et lui a montré ses découvertes sur son écran d'ordinateur. Chloé a regardé l'écran en silence. Les 2 séquences vidéo jouaient côte à côte, identiques, frame par frame. Elle a porté sa main à sa bouche, puis elle a pleuré. Pas de soulagement, mais de rage. Une rage accumulée pendant 10 ans. Pendant 10 ans, la police avait conclu à une fuite volontaire. Pendant 10 ans, sa famille avait été accusée, jugée, abandonnée. Et pendant tout ce temps, la preuve était là, enfouie dans les métadonnées que personne n'avait pris la peine de vérifier correctement. Son père n'avait pas fui. Il avait été assassiné. Thomas a laissé Chloé pleurer. Puis il a repris la parole calmement. Il lui a expliqué ce que cela signifiait concrètement. Quelqu'un avait enregistré une nuit normale au Zénith, probablement plusieurs semaines avant le 14 mars. Une nuit où Marc était présent effectuant ses rondes habituelles. Puis cette personne avait stocké cette séquence de 2 heures. La nuit du 14 mars, entre minuit et 6 heures, elle avait injecté cette boucle dans le système DVR, remplaçant le flux en direct par l'enregistrement préalable. Ainsi, les caméras semblaient fonctionner normalement. Mais en réalité, elles ne montraient pas ce qui se passait réellement dans le bâtiment cette nuit-là. Pendant ces 6 heures, le tueur avait eu tout le temps d'agir, de maîtriser Marc, de le tuer, de faire disparaître son corps, sans craindre d'être filmé. Parce que les caméras diffusaient un mensonge, Chloé a demandé pourquoi personne n'avait remarqué cela en 2012. Thomas a expliqué que la technologie de l'époque rendait cette détection très difficile. Les outils d'analyse forensique numérique étaient rudimentaires. Les enquêteurs regardèrent les vidéos avec leurs yeux, pas avec des algorithmes. Ils cherchaient des anomalies visibles, des portes qui s'ouvrent, des ombres suspectes, des mouvements. Ils ne cherchaient pas des patterns de répétition pixel par pixel. De plus, le scintillement à 2h05, causé par le passage d'une boucle à l'autre, avait été attribué à une micro-coupure électrique banale. Personne n'avait creusé plus loin. Et surtout, personne n'avait imaginé qu'un crime aussi sophistiqué puisse être commis dans un bâtiment de bureaux ordinaires par un employé de la sécurité. C'était trop élaboré, trop improbable. Alors, on avait préféré croire à la fuite volontaire. Chloé a immédiatement exigé la réouverture du dossier.
Avec les conclusions de Thomas, elle a déposé une demande officielle auprès du procureur de la République de Lyon. Elle a joint le rapport technique complet de Thomas, incluant les comparaisons frame par frame, les analyses de métadonnées, les graphiques montrant le pattern de répétition des pixels morts. Elle a également alerté les médias. L'affaire Lemoine revenait sous les projecteurs, mais cette fois avec un angle totalement différent. Les titres ont changé radicalement. Disparition de Lyon, un crime dissimulé pendant 10 ans. Le veilleur de nuit était-il victime d'un meurtre parfait? Les chaînes de télévision ont invité Thomas Girard sur leur plateau. Il a expliqué ses découvertes avec des schémas clairs. Il a montré les vidéos superposées. Il a démontré l'impossibilité technique d'un pixel mort synchronisé sur plusieurs caméras. Le public a été stupéfait. Comment une telle manipulation avait-elle pu passer inaperçue? Comment la police avait-elle pu conclure à une fuite sans vérifier les données numériques en profondeur? Les questions fusaient, les critiques aussi. Le procureur de Lyon, sous pression médiatique et politique, a accepté de rouvrir l'enquête officiellement en mai 2022. Une nouvelle équipe d'enquêteurs a été constituée, cette fois dirigée par la capitaine Sandrine Moreau, spécialiste des crimes technologiques. Le capitaine Dumas, désormais retraité, a été convoqué comme témoin. Il a admis que la théorie du point aveugle avait été privilégiée pour clore un dossier embarrassant. À l'époque, les moyens techniques manquaient. Il n'avait jamais pensé à vérifier les métadonnées en profondeur, mais il reconnaissait maintenant l'erreur. Une erreur qui avait coûté 10 ans de vérité à une famille. L'enquête a pris une nouvelle direction radicale. Si les vidéos avaient été trafiquées, cela signifiait une chose claire. Le coupable était quelqu'un qui avait accès physique au système DVR, quelqu'un qui connaissait son fonctionnement, quelqu'un qui pouvait entrer dans la salle de contrôle sans éveiller de soupçons, un employé de la sécurité, un technicien, peut-être même un collègue direct de Marc. La capitaine Moreau a dressé une liste de toutes les personnes ayant eu accès au bâtiment et au système de sécurité en 2012. 23 noms au total. Certains avaient quitté la région, d'autres étaient décédés. Mais 3 noms revenaient systématiquement dans les rapports d'origine. Antoine Mercier, l'agent de relève qui avait découvert la disparition le matin du 15 mars. Yves Blanchard, le responsable technique des systèmes de sécurité du Zénith, employé par une société externe de maintenance, et Sébastien Rocher, un autre agent de nuit qui avait démissionné brusquement 3 semaines après l'incident. Ces 3 hommes avaient les compétences et l'accès nécessaire pour manipuler le DVR. Ils sont devenus les suspects principaux. Les interrogatoires l'ont repris en juin 2022. Antoine Mercier a été convoqué en premier. Il avait 49 ans en 2022, toujours employé dans la sécurité privée, mais dans une autre ville. Il a affirmé ne rien savoir. Il a répété sa version des faits. Il était arrivé à 6 heures, avait trouvé le poste vide, avait cherché Marc partout, puis avait appelé la police. Il a accepté de fournir son ADN, ses empreintes, son historique bancaire. Rien de suspect n'est ressorti. Antoine semblait sincèrement choqué d'apprendre que les vidéos avaient été trafiquées. Yves Blanchard a été interrogé ensuite. Il avait 62 ans, à la retraite depuis 2018. Il vivait seul dans un petit appartement à Villeurbanne. Il a reconnu avoir eu accès au système DVR en 2012. C'était son travail. Il installait, maintenait, réparait les caméras et les serveurs d'enregistrement. Mais il a nié toute implication. Il a fourni des alibis pour la nuit du 14 au 15 mars. Il était chez lui, seul. Pas de témoins, pas de preuves, mais pas de mobile non plus. Pourquoi aurait-il tué Marc Lemoine? Ils se connaissaient à peine. Sébastien Rocher a été le plus difficile à localiser. Il avait quitté Lyon en avril 2012, juste après avoir démissionné de son poste au Zénith. Il s'était installé à Marseille, puis à Toulouse, changeant plusieurs fois d'emploi. La police l'a retrouvé en juillet 2022, travaillant comme vigile dans un entrepôt logistique. Il a été convoqué à Lyon pour un interrogatoire formel. Sébastien avait 43 ans, nerveux, agité. Quand la capitaine Moreau lui a montré les vidéos trafiquées, il est devenu blême. Il a d'abord refusé de parler. Puis, après 2 heures de silence, il a demandé un avocat. Pendant les jours suivants, Sébastien Rocher a gardé le silence. Son avocat a conseillé la prudence. Mais la pression médiatique montait. Les journaux spéculaient sur son implication. Les forums Internet le désignaient déjà comme coupable. Chloé, épuisée mais déterminée,
a fait une déclaration publique. Elle a demandé à Sébastien de dire la vérité. Si son père était mort, elle voulait savoir où était son corps. Elle voulait pouvoir l'enterrer dignement. Cette déclaration a été diffusée sur toutes les chaînes, et quelque chose s'est brisé en Sébastien. Le 20 juillet 2022, il a demandé à parler. Sans avocat. Il a avoué. Pas le meurtre, mais la manipulation des vidéos. Il a expliqué qu'en mars 2012, il était endetté. Il devait 50 000 € à un usurier lié à un réseau criminel marseillais. Il avait emprunté pour payer ses dettes de jeu. Il ne pouvait pas rembourser. On le menaçait, lui et sa famille. Un homme l'avait contacté. Un homme qu'il ne connaissait pas, qui semblait tout savoir sur lui. Cet homme lui avait proposé un marché. 20 000 € cash contre un service simple. Trafiquer les vidéos du Zénith pendant une nuit précise. Sébastien devait enregistrer une séquence de 2 heures lors d'une nuit normale. Puis, le 14 mars à minuit, il devait injecter cette boucle dans le système DVR et la laisser tourner jusqu'à 6 heures du matin. C'était tout. L'homme ne lui avait pas dit pourquoi. Sébastien n'avait pas posé de questions. Il avait besoin d'argent. Il a accepté. Il a enregistré la boucle le 25 février. Puis, le 14 mars, il a exécuté le plan. Il a quitté son poste vers minuit, prétextant une urgence familiale. Il est entré dans la salle de contrôle technique au sous-sol. Il a connecté une clé USB au serveur DVR. Il a lancé un script préparé par l'homme mystérieux. Le script a remplacé le flux en direct par la boucle enregistrée. Puis Sébastien est rentré chez lui. Le lendemain, quand il a appris la disparition de Marc, il a paniqué. Il a compris qu'il avait aidé à couvrir un crime. Mais il avait trop peur pour parler. 3 semaines plus tard, il a démissionné et fui Lyon. Pendant 10 ans, il a vécu avec ce secret. La capitaine Moreau a demandé « Qui était cet homme ?» Sébastien a dit « Ne pas savoir ». Ils s'étaient rencontrés une seule fois, dans un bar à Vénissieux. L'homme portait une casquette, des lunettes. Sébastien ne se souvenait pas de son visage, mais il se souvenait de sa voix. Grave, calme, professionnelle. Et il se souvenait d'un détail. L'homme avait une petite cicatrice sur la main gauche. Une cicatrice en forme de croissant. Avec cette information, l'enquête a pris un nouveau tournant. La police a recherché dans les bases de données criminelles. Cicatrice en croissant, main gauche, lien avec Lyon. Compétences techniques. Un profil a émergé. Un ancien militaire, spécialisé en opérations clandestines. Un homme qui avait travaillé comme contractant privé pour des sociétés de sécurité après l'armée. Et ce meurtre venait de devenir une affaire d'État. Le profil correspondait à un seul homme dans les fichiers de la police nationale. Damien Fortin, 48 ans en 2012, ancien sergent-chef du 2e régiment étranger de parachutistes, spécialiste en infiltration et sabotage, libéré de l'armée en 2006 après une blessure au combat en Afghanistan, reconverti dans le secteur privé comme consultant en sécurité. Et effectivement, une cicatrice en forme de croissant sur la main gauche, visible sur sa photo d'identité militaire. Damien Fortin avait un casier vierge officiellement, mais son nom apparaissait dans plusieurs enquêtes classées sans suite. Des affaires de disparition suspectes, liées à des règlements de compte dans le milieu des affaires. Rien de prouvé. Toujours des zones d'ombre. La capitaine Moreau a lancé un mandat d'arrêt national. Mais Damien Fortin avait disparu depuis 2017. Plus de domicile fixe, plus de compte bancaire actif, plus de téléphone enregistré. Soit il était mort, soit il vivait sous une fausse identité. La police a commencé à reconstituer son parcours entre 2012 et 2017. Damien avait travaillé pour plusieurs sociétés de conseil en sécurité basées en Suisse et au Luxembourg. Des contrats courts, des missions discrètes, toujours payées en cash ou via des sociétés offshore. La capitaine Moreau a croisé les dates de ces contrats avec des affaires non résolues en Europe. 3 disparitions correspondaient. Un avocat d'affaires à Genève en 2013, un journaliste d'investigation à Bruxelles en 2014, un comptable à Luxembourg en 2015. Tous disparus sans laisser de traces, tous dans des circonstances étranges, tous liés à des affaires financières sensibles impliquant des sociétés multinationales. Un pattern se dessinait. Damien Fortin était un tueur professionnel, un nettoyeur. Il faisait disparaître des personnes gênantes pour des clients fortunés. Marc Lemoine n'était pas une cible aléatoire. Il avait été éliminé pour une raison précise. Mais laquelle?
Marc n'était qu'un agent de sécurité. Il ne trempait dans aucune affaire louche. Il ne détenait aucun secret d'État. Pourquoi quelqu'un aurait-il payé un tueur professionnel pour le faire disparaître? La capitaine Moreau a décidé de réexaminer le contexte du Zénith en mars 2012. Quelles entreprises occupèrent le bâtiment à cette époque? Quels projets sensibles étaient en cours? Qui aurait pu vouloir éliminer un témoin potentiel? Les archives ont révélé que le Zénith abritait en 2012 une antenne de la banque suisse Hartmann Hansi. Cette banque gérait des portefeuilles privés pour des clients fortunés, principalement européens et moyen-orientaux. En février 2012, un audit interne avait révélé des irrégularités comptables massives, des détournements de fonds, des comptes offshore non déclarés, une fraude estimée à 200 millions d'euros. L'affaire était explosive. Elle impliquait des hommes politiques, des industriels, des personnalités influentes. La direction de Hartmann & Cie avait tenté d'étouffer le scandale en interne. Mais en mars 2012, un employé avait menacé de tout révéler à la presse. Cet employé s'appelait Julien Favre, responsable de la conformité. Il avait rassemblé des preuves, des documents, des enregistrements. Il les conservait dans un coffre-fort numérique sur un serveur sécurisé au Zénith. Le soir du 14 mars 2012, Julien Favre devait récupérer ces documents pour les remettre à un journaliste d'investigation le lendemain matin. Mais il avait besoin d'accéder au bâtiment après les heures de bureau. Il avait demandé une autorisation spéciale. Autorisation refusée par la direction de la banque. Alors Julien avait décidé de venir quand même, discrètement. Il connaissait les horaires de Marc Lemoine. Il savait que Marc effectuait ses rondes de manière prévisible. Julien avait prévu d'entrer par une porte de service dont il possédait un double de clés, récupérer ses documents et ressortir sans être vu. Mais quelqu'un l'avait découvert. Quelqu'un qui ne pouvait pas laisser ses documents sortir du bâtiment. Ce quelqu'un avait engagé Damien Fortin. Non pas pour tuer Julien Favre, mais pour tuer le témoin qui pourrait témoigner de sa présence cette nuit-là. Marc Lemoine. La capitaine Moreau a vérifié les registres. Julien Favre avait effectivement disparu lui aussi. Le 16 mars 2012, 2 jours après Marc, retrouvé mort 3 semaines plus tard dans la Saône. Officiellement un suicide par noyade. Aucune enquête approfondie n'avait été menée. L'affaire avait été classée rapidement. Mais maintenant tout prenait sens. Julien avait été tué pour ses documents. Marc avait été tué parce qu'il aurait pu voir Julien entrer dans le bâtiment cette nuit-là. 2 meurtres orchestrés par la même main. 2 disparitions maquillées. Une en suicide. L'autre en fuite volontaire. Un crime parfait, presque. La capitaine Moreau a rouvert le dossier Julien Favre. Elle a exhumé son corps pour une nouvelle autopsie. Les résultats ont été sans appel. Julien n'était pas mort par noyade. Il avait été étranglé avant d'être jeté dans la Saône. Des traces microscopiques de ligature étaient encore visibles sur le cou, masquées à l'époque par la décomposition. Julien Favre avait été assassiné, tout comme Marc Lemoine. La question restait, qui avait commandité ces meurtres? Qui avait payé Damien Fortin? La réponse se trouvait dans les documents que Julien tentait de récupérer. Mais ces documents avaient disparu. Le serveur sécurisé du Zénith avait été formaté en avril 2012. Officiellement pour une mise à jour système, en réalité pour effacer toutes les preuves. La capitaine Moreau a contacté Thomas Girard. Si quelqu'un pouvait récupérer des données effacées sur un vieux serveur, c'était lui. Thomas a accepté le défi. Il s'est rendu au Zénith en août 2022. Le serveur original avait été mis au rebut, mais conservé dans un entrepôt de matériel informatique obsolète à Villeurbanne. Thomas l'a récupéré. Il a passé 3 semaines à tenter de restaurer les données effacées. Les disques durs avaient été partiellement écrasés, mais pas complètement. Avec des outils spécialisés, Thomas a réussi à récupérer des fragments, des emails, des fichiers Excel, des scans de documents bancaires, suffisamment pour reconstituer une partie du puzzle. Les documents révélaient l'implication de 5 personnes dans la fraude chez Hartmann & Cie, dont le directeur général de la succursale française, Philippe Morel. Philippe Morel était un homme influent, bien connecté, membre de plusieurs conseils d'administration, ami personnel de politiciens et de magistrats. En mars 2012, il avait tout à perdre si le scandale éclatait. Il avait les moyens financiers d'engager un tueur professionnel. Et il avait le mobile, éliminer Julien Favre et Marc Lemoine pour protéger sa carrière et sa fortune. La capitaine Moreau a convoqué Philippe Morel. Mais Philippe n'était plus à Lyon.
Il avait pris sa retraite en 2018 et vivait désormais dans une villa sur la Côte d'Azur. Un mandat d'arrestation a été émis. Philippe Morel a été interpellé à Nice en septembre 2022. Lors de son interrogatoire, il a nié toute implication. Il a affirmé ne rien savoir sur Damien Fortin. Il a reconnu la fraude bancaire, mais a prétendu que Julien Favre s'était suicidé de son plein gré par remords. Quant à Marc Lemoine, il a répété la version officielle, une fuite volontaire. Philippe avait d'excellents avocats. L'affaire semblait piétiner à nouveau. Mais Thomas Girard avait une dernière carte à jouer. En analysant les fragments de données récupérés, il avait trouvé un email, envoyé le 13 mars 2012 à 23 heures, de l'adresse personnelle de Philippe Morel vers une adresse anonyme basée à l'étranger. Le contenu était cryptique. Problème réglé demain. Virement habituel. Seul, cet email ne prouvait rien. Mais Thomas a croisé les données bancaires de Philippe Morel avec les dates des autres disparitions suspectes liées à Damien Fortin. À chaque fois, un virement de 50 000 € avait été effectué depuis un compte offshore contrôlé par Philippe vers une société écran au Panama. Les dates correspondaient exactement. Genève 2013, Bruxelles 2014, Luxembourg 2015 et Lyon 2012. Philippe Morel avait payé Damien Fortin à 4 reprises pour éliminer des personnes gênantes. Marc Lemoine n'était qu'une victime collatérale, un témoin potentiel sacrifié pour protéger un secret. Confronté à ces preuves, Philippe Morel s'est effondré. En octobre 2022, il a avoué. Il a confirmé avoir engagé Damien Fortin en 2012. Il a expliqué que Julien Favre menaçait de tout révéler, que cela aurait détruit sa carrière, sa réputation, sa fortune. Alors il avait pris la décision. Éliminer Julien et éliminer Marc qui risquait de le voir. Philippe ne savait pas où se trouvait Damien Fortin aujourd'hui. Leur dernier contact remontait à 2015. Depuis, plus rien. Damien avait probablement changé d'identité et vivait quelque part en Amérique du Sud ou en Asie, hors de portée de la justice française. Mais Philippe, lui, était entre les mains de la loi. En novembre 2022, Philippe Morel a été inculpé pour complicité de meurtre sur Julien Favre et Marc Lemoine. Son procès a débuté en janvier 2023. Les preuves étaient accablantes. Les aveux clairs. En mars 2023, il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Le procès de Philippe Morel a marqué un tournant médiatique majeur en France. L'affaire Marc Lemoine, oubliée pendant 10 ans, était devenue un symbole, le symbole d'une justice faillible, le symbole de l'importance de ne jamais abandonner, le symbole du courage d'une fille qui avait refusé de croire aux mensonges. Chloé Lemoine a témoigné au procès. Elle a raconté les 10 années de combat, les nuits blanches, les portes fermées, les regards accusateurs, la honte qu'on avait voulu lui faire porter, mais aussi l'espoir qu'elle n'avait jamais perdu, sa conviction intime que son père était innocent. Son témoignage a ému toute la salle, même les jurés pleuraient. À la fin de son discours, Chloé a demandé une dernière chose. Elle voulait savoir où était le corps de son père. Philippe Morel a affirmé ne pas savoir. Damien Fortin ne lui avait jamais dit comment il avait disposé des corps. C'était une règle entre eux. Moins Philippe en savait, mieux c'était. Mais Sébastien Rocher, qui avait accepté de coopérer en échange d'une réduction de peine, a fourni un détail crucial. Le soir du 14 mars, après avoir quitté le Zénith à minuit, il était passé devant le bâtiment en voiture vers 2h30 du matin. Il avait vu un camion blanc stationné à l'arrière, près du quai de livraison. Un camion sans inscription. Juste blanc. Sébastien n'y avait pas prêté attention sur le moment. Mais maintenant, il comprenait. C'était le camion de Damien Fortin. Avec cette information, la police a lancé une recherche dans les archives de vidéosurveillance urbaine de Lyon en mars 2012. Les caméras municipales avaient enregistré le trafic routier dans plusieurs quartiers. Après des jours de recherche, un camion blanc correspondant à la description a été repéré sur une vidéo datée du 15 mars à 4 heures du matin. Il roulait en direction de la périphérie sud de Lyon. Les enquêteurs ont suivi sa trace. Le camion a été vu près d'une zone industrielle abandonnée à Saint-Priest, puis plus rien. La police a organisé des fouilles dans cette zone en avril 2023, avec des chiens renifleurs, des géoradars, des pelleteuses. Pendant 2 semaines, rien n'a été trouvé. Puis, le 23 avril,
Les chiens ont réagi près d'une ancienne décharge industrielle. Les équipes ont creusé. À 3 mètres de profondeur, ils ont découvert un sac en plastique noir. À l'intérieur, des restes humains, très dégradés, mais identifiables grâce à l'ADN. C'était Marc Lemoine, enfin retrouvé. Chloé a pu organiser des funérailles dignes en mai 2023. Plus de 500 personnes étaient les présentes. Des collègues de Marc, des habitants de Lyon qui avaient suivi l'affaire, des journalistes, des militants pour la justice, et Thomas Girard, l'homme qui avait rendu tout cela possible. Lors de la cérémonie, Chloé a pris la parole. Elle a remercié Thomas. Elle a remercié les nouvelles enquêtrices et nouveaux enquêteurs qui avaient rouvert le dossier. Elle a remercié tous ceux qui avaient cru en elle. Puis elle a adressé un message direct à son père. Elle lui a dit qu'elle avait tenu sa promesse, qu'elle avait prouvé son innocence, que justice avait été rendue et qu'il pouvait enfin reposer en paix. Après les funérailles, l'affaire est entrée dans une nouvelle phase, médiatique, politique. Le ministre de l'Intérieur a ordonné une enquête interne sur les dysfonctionnements de l'enquête initiale en 2012. Comment une manipulation aussi évidente des vidéos avait-elle pu passer inaperçue? Pourquoi la théorie de la fuite volontaire avait-elle été privilégiée sans vérifications approfondies? Le rapport d'enquête publié en septembre 2023 a été sévère. Il a pointé plusieurs défaillances. Manque de formation des enquêteurs en analyse numérique, pression institutionnelle pour clôturer rapidement les dossiers embarrassants, préjugés inconscients favorisant les explications les plus simples. Le rapport a recommandé des réformes, formation obligatoire en forensique numérique pour tous les enquêteurs, création d'unités spécialisées dans les crimes technologiques, révision systématique des affaires classées sans suite grâce aux nouvelles technologies, et surtout, écoute renforcée des familles de victimes. Chloé Lemoine est devenue une figure publique. Elle a créé une association, Justice pour les oubliés, une association qui aide les familles de disparus à rouvrir les enquêtes froides, qui finance des expertises privées quand l'État refuse d'agir, qui forme des bénévoles à l'analyse de données. En 2 ans, l'association a permis de rouvrir 12 affaires. 3 ont été résolues. 3 familles ont pu enterrer leurs proches dignement. 3 coupables ont été condamnés. Thomas Girard est devenu consultant permanent de l'association. Il forme des équipes de bénévoles aux techniques d'analyse forensique numérique. Il partage ses méthodes, ses outils, son obsession pour les détails invisibles. Il répète souvent une phrase « La vérité est toujours là. Il suffit de savoir où regarder ». L'affaire Marc Lemoine a également inspiré des changements technologiques. Les systèmes de vidéosurveillance modernes intègrent désormais des fonctions de détection automatique de manipulation. Des algorithmes surveillent les métadonnées en temps réel. Ils détectent les boucles, les anomalies de compression, les incohérences temporelles. Ce qui a été possible en 2012 ne le serait plus aujourd'hui. Mais cette évolution pose aussi une question inquiétante. Si la technologie permet de détecter les manipulations, elle permet aussi de créer des manipulations plus sophistiquées. Les deepfakes, les vidéos synthétiques générées par intelligence artificielle, les fausses preuves impossibles à distinguer des vraies. La course entre les criminels et les enquêteurs ne s'arrête jamais. Elle évolue. Pendant ce temps, Damien Fortin reste introuvable. Un mandat d'arrêt international a été émis. Interpol le recherche activement. Mais les experts sont pessimistes. Un homme comme Damien, avec ses compétences et ses connexions, peut disparaître définitivement. Peut-être vit-il sous une fausse identité en Argentine. Peut-être est-il mort dans un accident quelque part en Asie. Peut-être travaille-t-il encore, éliminant d'autres victimes pour d'autres commanditaires. On ne le saura probablement jamais. Mais l'essentiel a été accompli. Marc Lemoine a été innocenté. Sa mémoire a été restaurée. Sa famille a obtenu justice. Et un coupable a été condamné. En décembre 2024, Chloé a publié un livre, Le Pixel mort. Un récit complet de l'affaire, de la disparition de son père jusqu'au procès de Philippe Morel. Le livre est devenu un best-seller, traduit en 15 langues, adapté en documentaire par une plateforme de streaming. L'histoire de Marc Lemoine est désormais connue dans le monde entier. Elle est enseignée dans les écoles de police, étudiée dans les facultés de droit, citée comme exemple de persévérance et de justice tardive. Mais pour Chloé, au-delà de la reconnaissance publique, c'est une victoire personnelle. Elle a prouvé que la vérité finit toujours par émerger,
Même après 10 ans, même quand tout le monde a abandonné, même quand les preuves semblent avoir disparu, il suffit d'un pixel mort qui clignote, d'une anomalie microscopique, d'un expert obsessionnel qui refuse de croire à l'impossible. Et la vérité surgit, implacable. Aujourd'hui, Chloé continue son combat. Elle reçoit des centaines de lettres chaque mois, des familles de disparus qui espèrent, qui cherchent, qui refusent d'oublier. Elle ne peut pas toutes les aider, mais elle essaie, elle oriente, elle conseille, elle soutient, parce qu'elle sait ce que c'est, porter le poids du doute pendant des années, être accusée d'être dans le déni, être jugée pour ne pas accepter la version officielle, mais aussi savoir, au plus profond de soi, que quelque chose ne colle pas. L'affaire Marc Lemoine restera dans les annales comme l'une des plus troublantes manipulations technologiques de l'histoire criminelle française. Un homme a disparu d'un bâtiment soi-disant inviolable. Les caméras n'ont rien vu. La police a conclu à une fuite volontaire. Pendant 10 ans, la vérité a été enfouie sous des couches de mensonges, de négligence et de préjugés. Mais un pixel mort, clignotant dans le coin d'un écran, a tout changé. Cette anomalie microscopique, invisible à l'œil nu, a révélé l'impensable. Les vidéos étaient fausses. Marc Lemoine n'avait jamais fui. Il avait été assassiné. Ce que cette affaire nous enseigne dépasse le simple cadre criminel. Elle nous rappelle que la technologie peut être à la fois une arme et un outil de vérité. Elle peut être manipulée par des criminels sophistiqués pour commettre des crimes parfaits. Mais elle peut aussi être décryptée par des experts déterminés pour révéler ces mêmes crimes. Les métadonnées ne mentent jamais. Les pixels gardent la mémoire. Les algorithmes détectent ce que l'œil humain ne peut voir, à condition de savoir chercher, à condition de refuser les explications faciles, à condition de croire que la vérité existe, quelque part, enfouie dans les données. Chloé Lemoine incarne cette leçon. Pendant 10 ans, elle a refusé d'accepter la version officielle, non pas par déni, mais par conviction. Elle connaissait son père. Elle savait qu'il n'aurait jamais abandonné sa famille. Et elle a eu raison. Sa persévérance a permis de rouvrir une enquête, de découvrir un crime, de condamner un coupable, de rendre justice à un homme innocent. Mais combien de Marc Lemoine existent encore? Combien de disparus classés en fuite volontaire étaient en réalité des victimes? Combien d'affaires froides attendent qu'un pixel mort révèle leurs secrets?